Évidemment le bienvenu, Christophe Castaner. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous. On entend record, les policiers, je crois qu'ils étaient 300, ont réussi à repérer, à arrêter, identifier, garder à vue le présumé auteur de l'attaque qui a eu lieu en plein jour dans le cœur de Lyon il y a quelques jours. Il n'est pas prêt, cet auteur présumé, d'être libéré. D'abord, oui, vous avez raison, 330 policiers se sont mobilisés et en 72 heures ont permis l'arrestation de celui dont nous pensons qu'il est le responsable de ce qui s'est passé à Lyon vendredi à 17h30. Il est possiblement le responsable. En fonction des éléments qui me sont remontés, j'étais encore hier avec les enquêteurs, je suis intimement convaincu que oui, il est l'auteur. Et je dis cela non pas pour dévoiler quoi que ce soit de l'enquête, mais pour rassurer. Rassurer les Lyonnais, rassurer les Français. Celui que l'on soupçonne, qui est présumé responsable, aujourd'hui est en garde à vue. Il est sous l'autorité judiciaire et sous l'autorité de la police. Et il n'est pas prêt de sortir. Alors, il appartiendra au juge de se prononcer le moment venu, mais l'enquête se poursuit. Elle est avec des éléments suffisamment caractéristiques pour qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas de doute sur le fait que nous avons actuellement en détention le responsable de cet acte qui aurait pu tuer. Parce que le process qui a été utilisé était techniquement suffisamment développé pour être très dangereux. Donc, il y a eu 13 blessés. Manifestement, l'intention de tuer. Oui, il avait certainement cette intention-là, parce que de toute façon, on ne fabrique pas une bombe pour faire passer un message, et encore moins un message politique ou quoi que ce soit. Et donc, à l'heure qu'il est, on sait, vu ce qui a été utilisé, que nous avons évité une catastrophe. Et je veux vraiment saluer le travail et l'engagement total de nos forces de sécurité. Des policiers. Cette nuit, pendant les gardes à vue, d'après ce qu'on vous a raconté ce matin, est-ce qu'il commence à parler? Il était silencieux hier et il commence à se raconter. Non, il est toujours assez peu loquace. Le travail des policiers, ça va être de lui démontrer sa responsabilité, preuve après preuve, et je ne doute pas qu'il sera contraint de reconnaître sa responsabilité. Jusqu'à présent, vos services savaient qui il était ou il était complètement inconnu? Non, c'est une personnalité totalement inconnue de nos services. C'est dans l'enquête que son nom est apparu, une enquête méticuleuse qui a permis de l'identifier, puis hier de l'interpeller, en assurant la sécurité de l'endroit où il habitait, de ses voisins, mais aussi de nos forces. On a même trouvé qu'il avait acheté des piles sur Internet. Il a fait de nombreux achats. Et en particulier sur Internet, et ça a fait partie aussi de l'investigation, et ça nous a permis, d'abord nous avons analysé près de 350 appels, témoignages et 30 mails supplémentaires qui nous ont donné des éléments. Nous avons analysé des heures et des heures de vidéos sur la commune de Lyon, sur la commune d'Oulins aussi, et puis c'est un travail d'investigation, et à partir d'achats qu'il a pu faire, effectivement, il a pu être logé, comme on dit, et interpellé. Est-ce qu'on qualifie déjà son acte? Non, on ne le qualifie pas parce que rien, à l'heure qu'il est, ne permet de le qualifier. Et donc, il y a une garde à vue. Je ne doute pas que le procureur de la République de Paris, en charge de l'antiterrorisme, aura l'occasion de s'exprimer parce qu'il aura tous les éléments et ça lui permettra de s'exprimer sur ce sujet. En attendant, tout le reste n'est que commentaire. Et je pense que ça n'est pas indispensable de vouloir rentrer dans le contenu d'une garde à vue. On essaie de comprendre. Mais je comprends cette sorte de menace ou d'insécurité. C'est pour ça que je veux rassurer. Je suis intimement convaincu qu'il est l'auteur, même s'il l'est présumé. Il serait arrivé l'an dernier d'Algérie, d'Oran, pour suivre des études d'informatique. Or, son école d'ingénieur n'a trouvé aucune trace de son passage. Comment est-ce possible? En fait, comment il pouvait rentrer sans avoir de visa? Non, mais il avait des visas de court séjour. Il avait fait ensuite une demande de visa étudiant pour rentrer dans une école. Il n'a pas eu son visa étudiant. Et on dit sans arrêt l'Algérien de 24 ans. Il est algérien? Écoutez, je ne vais pas communiquer sur son identité ni sur sa nationalité. Est-ce que c'est un Français ou un Algérien? Ça ne change strictement rien sur le risque et sur les conséquences de l'explosion qui a eu lieu vendredi. Oui, mais s'il est algérien... Ça ne change rien sur le fait qu'il y a eu 13 blessés, alors qu'il est, je pense, aux 13 blessés. Et à ce moment-là, c'est la police et la justice française qui enquête et qui le juge. On ne le renvoie pas en Algérie. Mais de toute façon, je ne vous ai pas confirmé qu'il était algérien ni infirmé, donc je ne vais pas commenter un éventuel retour. Ce que je sais aussi, c'est que nous avons des coopérations internationales qui, y compris sur ce dossier, ont montré leur efficacité. Mais comment on peut séjourner en France si on est algérien sans avoir un visa? Est-ce qu'il veut dire qu'il y a des entrées, par exemple, parce qu'il vient voir sa famille, parce qu'il est touriste, et qu'il reste et il ne repart plus? Ça, c'est un phénomène migratoire plus global où, quelquefois, vous avez des gens qui viennent avec les titres de séjour et qui ne repartent pas. L'année dernière, nous avons renvoyé vers leur pays 30 000
personnes en France. C'est un record, ça n'était pas arrivé. Et 2018 a été une année record. Il nous faut, sur ce sujet, bien au-delà du cas dont nous parlons, être extrêmement vigilants et mobilisés. Oui, oui. Est-ce qu'on sait s'il avait des complices? Pour le moment. Il y a 3 autres personnes, mais on dit que c'est l'environnement, comme on dit, qui sont actuellement entendues. Et ça permettra de déterminer s'ils sont complices. Est-ce que les parents peuvent être suspectés d'être des complices ou d'avoir participé à la préparation de ce qu'il a commis? Rien ne l'établit à l'heure qu'il est. Ensuite, ils peuvent avoir vu et ne pas avoir dénoncé. C'est une forme de complicité aussi, mais rien ne l'établit. Ce que je sais, c'est que le profil des parents, en particulier comme de ce jeune homme, est un profil extrêmement classique. Les parents sont en France avec un titre de séjour régulier, bien intégrés, travaillent. Et c'est aussi à la dimension humaine que je pense. On dit c'est un acte, on dit c'est une attaque, c'est une agression. Pourquoi on ne va pas jusqu'à dire c'est la préparation ou la tentative d'un attentat? Vous savez, si le parquet de Paris, on dit C1, s'est saisi, c'est parce que le procureur, et j'ai échangé avec le procureur, avait le sentiment qu'on était sur une caractérisation de risque d'attentat terroriste. Et d'attentat, du coup, parce que l'explosion a eu lieu. Donc à partir de là, moi, c'est simple. Si le procureur, avec les éléments qu'il a, classe en terroriste, je considère que c'est terroriste. Et à partir de là, c'est les services, notamment la SDAT, qui est l'antiterrorisme français, qui est aujourd'hui en responsabilité sur cette enquête. Il y a la SDAT et la police judiciaire. Vous avez dit 300 ans de policiers, il faut tirer le chapeau parce qu'ils ont fait un travail d'enquête remarquable et rapide, tout le monde l'a constaté, avec des appels à témoins, vous l'avez dit, des géolocalisations et des caméras de surveillance qui ont bien servi. Vous savez, quand je me suis rendu sur place dès vendredi soir, je leur ai dit, vous mettez tous les moyens nécessaires pour que l'auteur soit interpellé le plus vite. Donc ils ont tout utilisé, y compris la vidéoprotection qui était dans les 2 villes, parce que là, en l'espèce, on a pu reconstituer le parcours de l'individu grâce à ce système de vidéoprotection. Et on l'avait repéré quand? Dès dimanche? On l'a attendu, on l'a suivi? Dimanche, dans l'après-midi, on a commencé à avoir un peu plus de certitude. Mais on ne l'a pas vu, on a attendu qu'il sorte de son immeuble parce que là aussi, pour des raisons de sécurité, peut-être que l'immeuble, l'appartement pouvait être piégé. Ça n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas vu que nous sommes intervenus hier. On l'a arrêté à la sortie de l'autobus hier matin. Les policiers sont suffisamment habiles, c'est leur responsabilité de savoir quel est le bon moment. Ils sont formés pour cela, ils ont attendu qu'il soit dans un endroit neutre. Il y a pu y avoir un moment d'inquiétude, mais ils sont interpellé dans de bonnes conditions. On ne connaît pas les mobiles? Non. À l'heure qu'il est, ni le profil qui l'a amené vers l'acte, ni le mobile, tout le reste. Donc il y a un caractère étrange de cet homme. Dès le début, il y avait un caractère étrange entre la disproportion d'un procédé technique très performant et un volume d'explosifs très faible. Il y a de vraies incohérences dans ce dossier. Christophe Castaner, les premières informations ont été données par le maire de Lyon. Est-ce qu'il y a un ministre de l'Intérieur bis? Non, j'ai un maire de Lyon qui n'était pas là au moment de l'explosion et qui, du coup, depuis, a voulu montrer et rassurer. Je sais que Gérard Collomb est amoureux de sa ville, est passionné de sa ville. Il a dû être meurtri par ce qui s'est passé, par la peur que cela a généré. Est-ce qu'il ne donne pas des informations confidentielles qu'il ne devrait pas donner? Il y a quelques semaines, Gérard Collomb m'adressait un conseil, celui de ne jamais trop parler. Il avait raison. Oui, mais il n'applique pas lui-même. Il parle trop GG. Il avait raison. Hein? Mais j'ai noté hier soir à 19h une certaine colère chez vous. Et vous avez dit il faut laisser faire l'enquête. Ce n'est pas le temps des commentateurs, c'est le temps de la police. Certes, c'est peut-être un avertissement aux médias. Oui, ça valait. Vous avez raison, Michel Cabach. Ça valait aussi pour les journalistes, mais ça valait pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'éléments d'information, parce que l'enquête judiciaire, elle se fait dans le milieu judiciaire. Et ceux qui n'ont pas d'éléments d'information devraient effectivement ne pas communiquer et ne pas commenter. Oui, avis à ceux qui y pratiquent. La question plus générale, est-ce qu'aujourd'hui la France est en sécurité? Vraiment. Il y a eu la loi antiterroriste qui est appliquée depuis le 30 octobre 2017. En quoi la menace djihadiste, qui peut être personnelle, individualisée, a-t-elle baissé en France? Le risque terroriste, qui n'est pas que djihadiste d'ailleurs, mais le risque terroriste en France reste à un niveau élevé. Et donc nous sommes mobilisés au quotidien. Il y a une quinzaine de jours encore, un risque terroriste majeur a été démantelé. Nos services... Il y en a beaucoup depuis le début de l'année? Oui, on est sur un nombre élevé. C'est-à-dire Non, on est sur un nombre élevé. Je ne vais pas commenter parce qu'ensuite il faut les classer et je ne souhaite pas, moi, rentrer dans une approche comptable de cela. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une heure du jour où les services ne sont pas attentifs le plus en amont possible et quelquefois au moment de l'intervention. Et quelles sont les menaces? Parce que vous avez dit qu'il y a les menaces terroristes et d'autres menaces. Quelles menaces? Qui menace la République ou les institutions? Je vous ai dit que les menaces terroristes n'étaient pas que djihadistes. L'extrême droite, l'ultra-droite,
droite commet aussi des actes. Nous en avons démantelé 3, ceux-là sont connus depuis le début de l'année dernière. J'ai moi-même d'ailleurs été à un moment donné menacé par l'ultra-droite, suivi. Je n'étais pas ministre. Marlène Schiappa aussi, paraît-il, vendredi, samedi. On n'est pas dans du terrorisme, on est dans de la violence bête et méchante, pour celle évoquée et concernant Marlène Schiappa, que je condamne évidemment. La violence. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des commandos animalistes qui agissent de plus en plus en France? C'est effectivement une nouvelle forme d'action que nous identifions avec des attaques là, dans des fermes, dans des commerces et de grandes violences. Et qui se développent? Oui, qui se développe ces dernières années. On voit cela monter. Et donc, ça fait partie des sujets qui montent et qui provoquent une radicalité. La radicalité peut amener à la violence. Qui vous préoccupe, oui. On va dire vous inquiète, oui. Je vous confirme, c'est un sujet sur lequel nous travaillons aussi. Parce qu'il y a les animalistes qui ont eu 2,3 ou 4% lors des élections européennes. Mais en même temps, il y a ces types de commandos qui peuvent agir au nom de la cause animale. Il y a une revendication, celle de la cause animale, qui est une revendication politique légitime. On peut en débattre. Il y a des actions violentes, celles-ci sont condamnables. C'est la même chose sur les mouvements sociaux, c'est la même chose sur les gilets jaunes, où il y a au départ des revendications politiques légitimes que le gouvernement, le président a entendues. Et puis il y a des traductions, encore samedi dernier, à Amiens, où on trouve normal d'aller casser des commerces, des banques, des assurances. Ça n'est pas acceptable. Ça décline, ces mouvements violents liés aux gilets jaunes, au Black Bloc, décline. Il décline pour une raison simple. Les violents sont comme les coucous. Ils se mettent dans le nid de la manifestation. Aujourd'hui, les manifestations sont très réduites. Moins de 15 000 personnes étaient mobilisées samedi dernier. C'est l'audience d'un très mauvais match de foot dans un des petits stades. Et on n'est pas sur les grandes équipes. Et donc, c'est ça la réalité. Donc, et vous restez mobilisés, je suppose? Tous les samedis. Avec les policiers et les gendarmes qui ont été mis à rude épreuve pendant, et vous aussi, et vous tous. Je vous confirme que depuis 30 samedis, il n'y a pas un samedi où je n'étais pas à Beauvau, en salle de commandement, aux côtés de nos forces. Je reviens à l'islamisme, etc. Depuis janvier, combien de mosquées salafistes vous avez fermées? Alors, je n'ai pas de comptabilisation au jour le jour depuis janvier, mais ce que je sais, c'est que dans le cadre de la loi SILT, que vous évoquiez tout à l'heure, 6 mosquées ont été fermées, et puis avec des procédures administratives, depuis le début de l'année 2018, une vingtaine de mosquées ont été fermées. Et il y en a d'autres qui sont identifiées, qui pourraient l'être? Toutes celles et tous les lieux de culte, quels qu'ils soient, dans lesquels on a des atteintes à l'ordre public, des menaces sur l'ordre public, je veillerai à ce qu'elles soient systématiquement fermées. Lors des européennes récentes, on a constaté que dans certaines villes du Nord, par exemple à Maubeuge, on va citer le cas, des listes musulmanes ont obtenu des scores importants, plus de 40%. Pour les prochaines élections municipales, est-ce que seront autorisées des listes de caractère communautaire? D'abord, sur Maubeuge, la liste communautaire, en fait, qui avait été posée, qui était la 34e, je crois qu'elle a fait 6%. Pas 40, mais ce qui est beaucoup par rapport au score national qu'elle a fait. Deuxième élément, moi, je crois profondément à la laïcité. Et je pense que la religion n'a pas à se mêler de la politique, comme la politique n'a pas à se mêler du fond religieux. Si c'est le cas, municipal, des listes, et peut-être des maires. Je vais prendre l'exemple de Maubeuge, qui est un dossier que je suis. Il y a un pharmacien, il y a des commerçants, il y a un ancien médiateur qui envisage de faire une liste aux élections municipales. Le fait qu'ils soient musulmans ne les empêche pas de le faire. On peut aussi être chrétien, on peut être juif ou autre religion pour s'engager. Si par contre la revendication est une revendication religieuse dans la gestion municipale, à ce moment-là, on enfreint un des principes fondamentaux de notre République, qui est la laïcité. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Oui. Et c'est de ne pas mêler la politique à la dimension religieuse. Je rappelle que vous êtes ministre des cultes et que vous occupez aussi sans doute, et on verra peut-être un jour ce qu'il en sortira, de l'islam de France. On ne vous a pas entendu commenter les résultats des européennes. Peut-être que c'était votre mission d'attendre que tous les résultats soient donnés. Comment vous qualifiez ces résultats vous-même? D'abord, je vous confirme que nous avons terminé et annoncé les résultats à 6h du matin, hier matin. Et donc, je considérais que le rôle du ministre de l'Intérieur n'était pas de commenter. Ensuite, comment je les qualifie? Je les qualifie pour la majorité comme un échec dans la mesure où nous ne sommes pas premiers, mais un résultat satisfaisant. Parce que nous sommes à moins d'1 point du Front National. Vous savez, vous êtes un observateur attentif de la politique, que depuis 1979, on a un double phénomène. À la fois de moins en moins de votants, et là on a plus 10% de votants, et c'est plutôt une bonne nouvelle, et à la fois le parti en responsabilité politique perd
perd violemment. Les dernières élections, le Parti socialiste avec François Hollande avait perdu 13 points. Il n'y a pas un caractère d'autosatisfaction qui est en train de se développer, pas tout de suite, pas vous, mais on commence après avoir eu peur. Alors l'autosatisfaction, de toute façon, serait terrible, il ne faut jamais la pratiquer. Il faut rester vigilante et douter de notre politique, et y compris entendre ces 30 semaines de manifestations que j'évoquais précédemment. On nous annonçait effectivement une hécatombe pour La République En Marche, ça n'a peut-être pas été le cas. Le score est élevé. Pour ceux qui contestaient, La République En Marche est représentée. Elle est d'ailleurs au même niveau que le Front National. Et je note que le Front National, lui, à l'inverse, a baissé par rapport à il y a 5 ans et a perdu un député européen. Alors justement, jusqu'à quand Christophe Castaner va fonctionner ce haro à l'épouvantail du Front National? Un jour, ça va être usé. Et on voit qu'il y a eu des transferts de votes et d'électeurs de LR vers le Front National, le Rassemblement National. Mais souvenez-vous, quand Emmanuel Macron a lancé sa campagne, c'était le 12 juillet 2016. C'était à la Mutualité. Et à l'époque, il n'a pas fait haro et appel au vote utile. Il a dit « Je refuse que le Front National soit le premier parti de France à l'élection présidentielle. » Parce qu'à ce moment-là, nous étions 1 an avant l'élection, tout le monde était convaincu que Marine Le Pen serait en tête au premier tour. S'il y en a un qui a fait reculer le Front National, c'est Emmanuel Macron. Et c'est La République En Marche. Et ça va continuer parce qu'on voit que c'est le duel qui va peut-être continuer jusqu'en 2002, que l'on va voir à travers toutes les élections. Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Bon, il y a la poussée des écologistes, mais que nous retrouvons à presque toutes les élections européennes. La déroute de Laurent Wauquiez, de François-Xavier Bellamy, c'est-à-dire des Républicains LR, et en même temps de la débâcle de la France insoumise. Comme si les injonctions, les fulgurances, les anathèmes de Jean-Luc Mélenchon ne passaient plus. Vous avez tout dit dans votre question pour la dernière partie. Moi, je préfère retenir que la première, celle d'un bon score de l'écologie en France, qui est une revendication politique et je la trouve saine et juste. Et sur la défaite des Républicains, est-ce que ce n'est pas préoccupant que les deux grands partis qui ont gouverné le pays pendant 40, 50 ans, etc., soient menacés de disparition? Et d'ailleurs, ils reconnaissent eux-mêmes 8% pour Laurent Wauquiez, François-Xavier Bellamy. Vous savez, c'est parce que justement, on a toujours pensé qu'il fallait faire comme avant, pendant 30 ans, 40 ans, qu'on est arrivé dans cette impasse. Au fur et à mesure, on voyait le Front National monter. On disait, mais c'est pas grave, vous savez, on appliquait le tic-tac politique. Un coup à toi, un coup à moi, entre la gauche et la droite. Ce temps-là est derrière nous. Aujourd'hui, vous avez des progressistes et La République En Marche incarne, porte cette ambition-là. Et c'est ce que nous voulons construire aussi au niveau européen à partir d'aujourd'hui. Parce que le temps est aussi celui de la reconstruction de l'Europe et de la renaissance de celle-ci. Mais vous ne dites rien sur la droite qui est en train de s'écrouler parce qu'on ne tire pas, sur un corbillard. Mais non, parce que moi je préfère retenir les éléments positifs de cette élection, le score de La République En Marche. Justement, vous dites qu'il y a les progressistes et les autres. Est-ce qu'à Bruxelles, on va voir justement s'installer des rapports de force différents? Le président de la République est avec tous les chefs de gouvernement et d'État ce soir pour un dîner informel ou un sommet informel à Bruxelles. Là, il s'agit de la répartition des postes, etc. Est-ce que la France, cette fois-ci, va être plus présente qu'en les autres années? Nous le souhaitons, et c'est l'ambition du président de la République qui a placé son engagement comme président de la République justement sur cette exigence européenne, mais depuis le début. Il n'a pas attendu l'élection européenne pour faire cela. Et donc nous sommes dans ce contexte-là, dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un président de la Commission qui serait un Français? Qui soit d'abord un progressiste. Un Français pro-européen. Voilà, qu'il soit un progressiste, s'il est en plus français, c'est une très bonne chose. Ouais. Ou si elle est en plus française, ne soyons pas sur ce sujet déjà en train d'annoncer qui que ce soit, même si je sens dans votre question à qui vous pensez. Très bien, et vous y pensez aussi? Parce que je pense que vous pensez à Michel Barnier. Oui, c'est pas moi qui dis non. Non, mais parce que je traduis, vous voyez, je fais mon Jean-Pierre Elkabbach, ce qui est un exercice difficile. Merci de le reconnaître. Et moi, j'essaie de faire du Christophe Castaner en essayant de le pousser pour qu'il dise plus de choses. Je vais venir sur, puisque là on ne peut pas dire ça va être un tel, mais c'est bien de savoir que la France va. On ne peut pas le dire, et je vais être honnête avec vous, je ne le sais pas. Donc je préfère ne pas commenter ce que je ne sais pas. Pour laisser le président, avec Mme Merkel, avec les Européens, avec tous les choisir le meilleur ou la meilleure candidate pour l'Europe et une relance de l'Europe. En Irak, la justice vient de condamner à mort 4 Français. Il y en aura 9 autres, ils sont 13 au total pour le moment, qui sont jugés parce qu'ils ont été combattants de Daesh en Syrie, Syrie, Irak, l'État islamique. La France est opposée à la peine de mort. Est-ce qu'elle demande, puisque ce sont des ressortissants français, qu'ils viennent ici pour les juger? Non, mais d'abord, il faut reconnaître que l'Irak est légitime à juger ceux qui ont commis des actes terroristes sur son territoire.
c'est une justice indépendante et l'Irak a été meurtri, a été attaqué par ces femmes et ces hommes-là. Et donc, ils sont légitimes. Deuxième élément, il y a des procédures judiciaires, elles existent, il y a la possibilité pour ceux qui ont été condamnés de faire appel. Et troisième élément, nous sommes opposés à la peine de mort. Et donc, les autorités consulaires, notre ambassadeur, l'a déjà fait savoir aux autorités irakiennes. Je pense que Emmanuel Macron l'a dit au président et au Premier ministre irakien quand ils sont venus à Paris. Et Le Drian l'a répété, Jean-Yves, Le Drian, on est opposé à la peine de mort. Mais il y a un appel, attendons que l'appel se prononce, ne cherchons pas à ingérer dans la justice irakienne. Oui, mais vous ne demandez pas, en ce moment, vous n'allez pas demander l'extradition, le rapatriement de ces acteurs qui étaient des ennemis de la France. Mais à quel titre on peut dire à l'Irak, vous n'êtes pas compétent pour juger ceux qui sont venus chez vous commettre des actes terroristes? Il faut respecter leurs droits aussi. C'est-à-dire ils ont fait la guerre, ils ont recruté là-bas des tueurs, ils ont peut-être eux-mêmes tué, ils ont commis des attentats ou organisé des attentats en France. Oui, la France les considère comme des ennemis. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle n'en veut pas. La France n'en veut pas. Mais nous prenons nos responsabilités chaque fois que c'est nécessaire. Il y a des retournistes qui reviennent en France, et je vous le dis, systématiquement, quand ils reviennent, quelle que soit la façon dont ils reviennent, ils sont interpellés, ils sont mis en prison, ils sont jugés et ils sont condamnés. C'est ça qui est essentiel. Ensuite, ceux qui ont commis des actes en Irak, et ce ne sont pas tous les Français qui ont été sur les théâtres de guerre, parce que certains ont été directement en Syrie et l'Irak n'a pas à se prononcer. Ceux qui, en Irak, ont commis des actes terroristes doivent être jugés en Irak. Oui. Mais quand ils seront jugés, s'ils ne sont pas pendus, parce que c'est la pendaison comme exécution, vous ne demandez pas, ou la France n'acceptera pas qu'ils purgent leur peine en France. Nous n'en sommes pas là. Dans les cas que vous avez évoqués, il y a une procédure, il y a un appel possible, et la France a rappelé son opposition à la peine de mort aux autorités irakiennes. Ça peut peut-être influencer aussi la décision des autorités irakiennes, mais il appartient aux autorités irakiennes de décider. Merci d'être venu. J'ai essayé de faire Christophe Castaner. J'y suis arrivé un tout petit peu. Je n'ai pas la prétention de tenter de faire Jean-Pierre Elkabbach. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Et à bientôt.